Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Éco, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Alors un mot pour commencer cette émission, les Français ont de plus en plus souvent l'impression de se faire avoir par leur gouvernement, de payer des impôts pour un service public lamentable, de voir leur pays sombrer d'année en année, mais connaissent-ils les raisons cachées de ce naufrage? Pour comprendre l'arnaque dans laquelle nous baignons depuis des décennies, voire des lustres, nous recevons Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour Pierre, merci de me recevoir à nouveau sur Politique Éco. Une excellente émission. Valérie Bugeaud, vous êtes docteur en droit, ancien avocat fiscaliste, reconverti dans la géopolitique juridique et économique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages très brillants qu'on a déjà évoqués dans Politique et Éco, notamment du nouvel esprit des lois et de la monnaie, les raisons cachées du désordre mondial et puis la véritable alternative au Great Reset vers un renouveau de l'État avec Révolu Droit. Justement, Révolu Droit, il en sera question dans cette émission. Je rappelle vos deux sites internet, valériebugeaud.fr et révoludroit.fr. Avant de commencer l'entretien, je vous rappelle qu'il est essentiel pour TV Liberté d'avoir un maximum de vues, de commentaires. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à partager cette vidéo à vos proches et à vos amis. Alors Valérie Bugeaud, vous parlez d'un constat clair. L'État français, censé représenter les intérêts des citoyens, est une imposture. Vous dites ceci, je vous cite: le monde politique, économique, monétaire, juridique et sociétal est organisé autour de la satisfaction exclusive des intérêts d'un petit nombre d'individus cachés derrière l'anonymat et que l'on peut désigner comme étant les grands argentiers de la planète. Valérie Bugeaud, nous sommes français, nous vivons en France. Alors comment peut-on qualifier le régime en place dans notre pays? C'est très simple, c'est une plutocratie. Donc, avoir associé le terme démocratie au parlementarisme et, qui plus est, à une pseudo-république, c'est une double imposture parce que le parlementarisme en lui-même met en œuvre une plutocratie, laquelle est opposée structurellement par construction à la notion de démocratie et à la notion de res publica. Donc, l'imposture réside dans l'inadaptation de la terminologie qui est entrée dans l'inconscient collectif, malheureusement. La plutocratie, c'est le gouvernement des riches, des puissants. C'est le gouvernement des puissants, effectivement. Alors, ça ne représente plus de la politique, c'est la captation du phénomène politique par des intérêts privés. Donc, on n'est plus dans le politique, puisque le politique, c'est l'organisation de la vie de la cité. Ouais. Or là, c'est la captation des règles d'organisation au profit non pas des gens, des usagers de la cité, mais d'une certaine catégorie infime, minoritaire, mais toute puissante. Et ces plutocrates, vous l'expliquez dans vos travaux, Valérie Bugeaud, ont bien pris le soin de séparer pouvoir et responsabilité. Bien entendu, puisque l'anonymat, c'est l'organisation de l'irresponsabilité. Et en dernier lieu, les véritables décideurs sont anonymes et donc irresponsables. Donc on a assisté à une scission radicale entre pouvoir et responsabilité, ce qui supprime le concept encore de pouvoir et de politique. Parce qu'il n'y a de réel pouvoir que responsable. Parce que c'est la responsabilité qui donne une légitimité au pouvoir. Si le pouvoir n'est pas responsable, il n'est pas légitime. Oui, mais donc, certains vont vous dire que le gouvernement est bien responsable devant les élus du peuple, l'Assemblée nationale. Oui, mais ce n'est pas une véritable responsabilité, puisque c'est une responsabilité qui passe par les urnes, qui passe par le prisme des partis politiques, qui sont des organes idéologiques et qui sont là pour éviter que l'ensemble des intérêts qui traversent une société au sens politique du terme, soient politiquement représentés. Ces intérêts-là sont captés et orientés vers l'impasse des idéologies. Et tout le gouvernement relève de cette impasse idéologique, puisqu'ils relèvent tous. Vous savez que le pouvoir législatif, ce sont les vainqueurs aux élections législatives qui prennent les postes. Et ces vainqueurs-là envoient des gens au pouvoir exécutif. Donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs réels. Bien sûr, tout est une imposture. En fait, nous assistons à une mascarade institutionnelle depuis toujours. Malheureusement, c'est quand même incroyable puisque les professeurs de droit, les juristes qui étaient là anciennement
en tant que gardien de l'ordre social au sens de la cohésion sociale, sont devenus eux-mêmes les agents du chaos et de la décohésion sociale, de la déstructuration de la société. Donc c'est très grave. Il y a eu des subversions majeures au sein même de nos institutions qui passent par la subversion du droit, qui passent par la subversion du phénomène politique et qui passent par la subversion du phénomène économique, lequel est chapeauté par l'anonymat. Et vous dites qu'on est aujourd'hui, Français, dans un vide juridique entre une nation mourante et un fédéralisme européen en construction à Bruxelles. Effectivement, la première fois que j'ai dit ça, c'est au moment du Covid, comme vous le savez, puisque on a assisté de façon un peu sidéré à l'avènement d'un conseil de défense sanitaire. Donc qui n'existe pas dans notre Constitution. Absolument pas. Donc, une invention en catimini. Oui, bon, c'est un fait du prince, un fait du prince plutocrate. Je m'étais bien seule à l'époque érigée contre cette infamie institutionnelle, mais aujourd'hui je peux généraliser parce qu'effectivement les principes de la Ve République, et c'est ce que j'aime répéter, la Ve République aujourd'hui ne veut plus rien dire. La Ve République de 58 n'était déjà plus la Ve République de 62, et toutes les réformes constitutionnelles qui ont suivi ont systématiquement dénaturé le système antérieur. Donc en fait, quand on parle de Ve République, c'est un espèce de magma gloubi-boulga dont on ne sait plus rien et qui n'a plus de consistance. Mais malgré ça, malgré le fait que les textes existent encore, eh bien, aujourd'hui, ils ne sont plus respectés par personne. Le président n'est plus le gardien de l'unité territoriale, n'est plus le gardien de rien, puisqu'on a un président qui ne cesse d'aller devant les étranges lucarnes pour proclamer la souveraineté européenne, comme vous le savez. Il n'y a pas de souveraineté européenne, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Donc, en fait, tout est imposture dans ce système, et donc les principes même eux-mêmes extrêmement édulcorés de ce qu'était la Ve République en 1958, qui n'existe déjà depuis longtemps, eux-mêmes ne sont pas respectés. Donc on est effectivement dans un vide juridique intermédiaire entre les institutions anciennes de nature nationale et ce vers quoi cette plutocratie globaliste veut nous amener, c'est-à-dire le fédéralisme européen. Et donc nous sommes dans une sorte de no man's land dans lequel le pouvoir illégitime en place s'autorise toutes les manœuvres possibles. Alors on va y venir justement à ces mondialistes européens dans un instant avec vous, Valérie Bugeaud, mais j'aimerais vous entendre sur cette notion de grands argentiers de la planète et de leur anonymat. Mais il y a bien de grandes familles qui détiennent ce pouvoir de l'hégémonie financière et qui ne se cachent pas. Ou alors Larry Fink, le PDG de BlackRock. Alors ces grandes familles, Rothschild, Rockefeller, etc., ou ce Larry Fink, ces gens-là ne sont pas anonymes, tout le monde les connaît. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, Pierre. La première chose, c'est que les têtes que nous voyons apparaître publiquement comme Larry Fink sont en fait des salariés, des employés de ces grandes familles qui, originairement, se sont développées autour de la City de Londres et qui se sont expansés dans le monde entier à la faveur du développement du concept de banque centrale, et donc de Banque des règlements internationaux, de toutes les institutions financières internationales et supranationales, et également par le biais du parlementarisme, comme je l'ai expliqué, puisque ce sont eux qui financent les partis politiques à vocation idéologique. Donc ça, c'est des gens qui ont organisé le système, qui ont créé les règles et qui ont élaboré les rouages de fonctionnement de ce système qui n'est pas politique, qui est économico-politique, parce que l'économique domine le politique. Ils ont besoin d'intermédiaires. Ils ne peuvent pas, eux tout seuls, faire tout. Disons, de gendarmes, oui. Ils ne peuvent pas, eux tout seuls, remplir tous les postes. D'autant plus qu'ils ne le souhaitent pas, puisqu'ils veulent rester anonymes. Donc ils sont obligés d'employer des salariés, des employés d'une façon ou d'une autre, des gens qui sont rémunérés pour rendre le service pour lequel ils sont missionnés. Ça, c'est ils sont eux sur mandat impératif. Pour vous, c'est le cas de Larry Fink, qui est un agent de ces dynasties familiales.
familiale. Exactement, de la même façon que JP Morgan, au moment de la création de la Fed, était un agent de la City de Londres. Donc il faut bien comprendre qu'il y a d'une part les familles qui ont organisé ce système-là, dont on en connaît quelques-unes parce qu'effectivement la famille Rothschild a fait beaucoup parler d'elle au 19e siècle, elle était moins anonyme qu'aujourd'hui. Ensuite, elle a un peu disparu des radars. Aujourd'hui, si vous regardez le patrimoine strictement banquier, financier de cette famille, il n'est pas représentatif du poids que cette famille a représenté dans l'histoire et dans le pouvoir effectif de domination de tout ce système, encore aujourd'hui, puisqu'ils sont à l'origine des règles qu'ils ont élaborées. Donc ce sont eux les maîtres du jeu. Mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a une partie des familles que nous ne connaissons pas. Eux ont fait beaucoup parler d'eux, mais il y a aussi les Warburg, il y a aussi des grandes familles aristocratiques. Dupont, en effet. Et puis il y a des grandes... Voilà, il y a des grandes familles. Oui, enfin, c'est des familles Mountbatten. Hein. Les Allemands. Voilà, en fait, les Allemands en Angleterre. Voilà, ce sont des grandes familles aristocratiques qui se sont alliées, qui ont délégué leurs avoirs, la gestion de leurs avoirs à ces banquiers. Donc ça a formé une espèce de noyau dur entre eux. Ces très grandes familles aristocratiques qui étaient déjà répandues dans toute l'Europe, puisque par le biais de la consanguinité des mariages entre eux, ils étaient présents partout. Et puis ces familles financières qui ont fait la même chose, qui ont copié ce système de consanguinité, si je puis dire, pour eux-mêmes. Et puis comme c'est eux qui géraient l'argent, au fur et à mesure, ils ont pris l'ascendant, évidemment, sur ceux qui étaient propriétaires apparents. D'autant plus que ce système de capitalisme tel qu'il s'est développé et que nous le connaissons aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'il aurait pu prendre une autre forme, mais que de facto ça ne s'est pas produit. Ces gens-là, on est dans un capitalisme concurrentiel, mais on est dans un capitalisme de casino, de connivence. On est dans un système dans lequel ce ne sont pas les stocks qui comptent, ce ne sont pas les actifs réels, mais c'est le contrôle des flux. On est dans un système de type liquide. C'est le système qui a été développé par l'empire financier britannique. L'empire britannique qui était un empire de contrôle des mers et de contrôle de l'argent. Et l'argent comme les mers, ce sont des flux en réalité. Donc il faut bien comprendre que ça s'oppose radicalement au système traditionnel et qui a été développé par les pays européens historiquement pour créer une civilisation européenne. Donc voilà. On voit ces jours derniers, Valérie Bugeaud, éclater ce scandale autour des affaires de ce milliardaire Jeffrey Epstein. Quel est votre regard sur cet homme qui était un proche de la haute finance ? Vous savez, tout système, le système tel que j'ai essayé de l'exposer auprès de vous, fondé sur les flux, sur le contrôle des flux, nécessite un gendarme. Ouais. Hein. C'est-à-dire que les personnalités que vous mettez en place, ces gens-là doivent se garantir leur loyauté. Alors, ils les mettent en place, ils se garantissent leur loyauté avec la carotte et le bâton. Et c'est exactement un système mafieux. C'est-à-dire qu'on vous propose les places, mais à condition de remplir vraiment le contrat, la mission pour laquelle vous avez été mis en place. Là, on est bien sur le contrat impératif, hein, et sous mandat impératif. Et donc, ceux qui ont envie de dévier un peu ou qui auraient des velléités d'indépendance, ces gens-là sont immédiatement rattrapés par le coup de fouet. Et effectivement, les réseaux Epstein sont une belle illustration de ce phénomène de contrôle à grande échelle du système quasi mafieux, avec les mêmes méthodes que qu'on rencontre dans les mafias pour fonctionner. Donc c'est effectivement le garant de toute cette imposture institutionnelle, c'est les réseaux Epstein, en fait. Et je ne sais pas si Epstein était seul en cause. Peut-être y a-t-il d'autres réseaux comme ça ne serait pas exactement surprenant. Mais en tout cas, il est évident que quand on comprend la façon dont le réseau économique global s'est structuré, il est évident qu'ils avaient besoin de ce genre de contrôle d'individus pour exercer opérer le contrôle sur les chefs d'État.
Absolument. Bill Clinton et puis les plus grands directeurs d'établissements financiers, d'industrie, etc. Tu déconnes et on va révéler ton amour pour les petits garçons, Exactement. les petites filles et tes coucheries, Exactement. etc. Alors vous expliquez aussi, Valérie Bugeaud, dans vos travaux, que l'UE est devenue, depuis la réélection de Donald Trump, le dernier bastion des mondialistes. Alors pourquoi ce que vous appelez l'empire de la finance est-il en train de se dissocier des États-Unis ? À cause malheureusement du dollar. Vous savez qu'au moment des accords de Bretton Woods, les Américains, qui étaient alors l'État triomphant, puisqu'ils avaient été les grands bénéficiaires financiers de la guerre. Ils sont intervenus assez tardivement, ils ont vendu beaucoup d'armes, donc ils ont eu, c'est eux qui sont sortis le pouvoir le plus fort au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était effectivement les États-Unis. Donc ils ont trouvé judicieux, en tant qu'empire, mais qu'empire, disons que cet empire était composé d'éléments quasiment contraires, c'est-à-dire de patriotes d'un côté, qui notamment partaient sur le terrain de guerre, donc des gens qui étaient sur le terrain et qui savent ce que c'est qu'une guerre et les dégâts que ça fait. Et puis cette frange globaliste déjà qui, à mon avis, a pris le contrôle des États-Unis en 1913 lors de l'institution de la Fed, mais qui s'appuyait sur la faction, disons, patriote, qu'on appelle patriote, et qui aujourd'hui est derrière l'avènement de Trump aux États-Unis. Donc ils se sont, si vous voulez, un peu par méconnaissance, parce que je pense que les patriotes ne maîtrisaient pas les enjeux cachés derrière cette association, que les autres, au contraire, maîtrisaient très bien. Donc il y avait une asymétrie de connaissances de part et d'autre. Néanmoins, ils ont fonctionné plus ou moins bien ensemble jusqu'à ce que, effectivement, le dollar en tant que monnaie mondiale s'avère être non viable, ce qu'il était dès le départ, que les banquiers, que les globalistes savaient, mais que les Américains patriotes ignoraient. Et ils ont pensé bénéficier de cette monnaie mondiale, ce qui s'est passé dans un premier temps, ils en ont en effet bénéficié, mais ils se sont en même temps tiré une balle dans le pied parce qu'une monnaie mondiale n'est pas viable sur un territoire national. Donc l'association monnaie nationale, monnaie mondiale n'est pas viable. Les globalistes le savaient. Ils n'ont pas pu s'y opposer, puisque vous savez que le représentant des globalistes, c'était Keynes. Au moment de Bretton Woods, l'économiste Keynes, John Maynard Keynes, qui représentait les intérêts de la City et qui avait l'historique de l'Empire britannique avec la monnaie, la livre, qui n'avait pas été viable, comme tout le monde le savait à cette époque-là. Donc ils n'ont pas pu s'y opposer à ce que le dollar devienne une monnaie mondiale, mais ils savaient que ça serait, qu'il y avait une date de péremption. Ouais. Et cette date de péremption, ils ont tout fait pour l'accélérer au moment où ça a commencé vraiment. En fait, j'analyse la chose suivante. Le moment où le Brexit a eu lieu, où l'Angleterre s'est émancipée, ça a été une attaque contre le dollar en tant que monnaie mondiale. Et ça a été une façon pour les Britanniques, enfin ceux qui étaient les tenanciers de ce globalisme, une façon d'essayer de reprendre la main sur leurs anciens associés, mais en les enterrant plus rapidement. Ouais. Et ces derniers ont compris ce qui se passait, et la véritable guerre ouverte entre les deux factions américaines, les patriotes d'un côté, les globalistes de l'autre, je la date de cet événement majeur qui est le Brexit. Mais ceci étant, il faut toujours donner une date, mais c'est un peu artificiel. Les mouvements sous-jacents étaient bien antérieurs. La dissociation des enjeux politiques pour les uns et les autres était déjà antérieure. Mais ça s'est révélé de façon assez évidente pour moi par le phénomène du Brexit. Et dès cet instant-là, je pense que les forces patriotes se sont vraiment coalisées, plus organisées, et ont entrepris de reprendre le contrôle de leur territoire aux États-Unis. Donc il en résulte que les États-Unis, qui il y a encore
10-20 ans sous emprise globaliste étaient nos pires ennemis, deviennent aujourd'hui notre meilleur atout et nos meilleurs alliés, notre meilleur ami, pour nous-mêmes nous émanciper de cette faction globaliste qui a pris ses quartiers en Union européenne et qui veut se développer, à nouveau se redévelopper à partir de l'Union européenne, qui vient de chez nous, qui vient de la City, qui est partie aux États-Unis et qui revient maintenant en Europe continentale. Cette faction globaliste qui nous présente Trump et sa guerre commerciale comme notre pire ennemi, comme voulant nous anéantir. Absolument. Alors qu'en fait, c'est contre l'intérêt des globalistes que Trump s'érige. C'est ça, exactement. Mais effectivement, Trump s'érige, lui, pour l'intérêt des Américains, pas pour l'intérêt des Européens. Il faut bien comprendre qu'il est dans une situation économique très difficile et il cherche à sauver son pays en premier lieu, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas demander à Trump de défendre les intérêts des Européens. Il ne le fera jamais. C'est pas sa mission. Il n'a pas été élu pour défendre les Européens. En revanche, ce qui va rentrer dans sa mission, c'est de défendre ses ennemis qui sont maintenant les tenanciers de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, nous avons les mêmes ennemis. Lui, l'Union européenne, et nous, l'Union européenne, et toutes ces émanations dans nos propres pays. Donc, nous sommes des alliés de circonstances, mais des alliés objectifs aujourd'hui. Alors, on nous parle d'effondrement monétaire qui entraînerait un effondrement économique par la suite. J'entends cela depuis des années, depuis que je suis à TV Liberté. Comment cet effondrement monétaire peut-il se manifester? Certains parlent d'un début dès cette année. C'est une des premières réponses, c'est l'inflation, l'hyperinflation. Vous savez, quand une monnaie s'effondre, le premier élément, le symptôme de l'effondrement d'une monnaie, c'est justement la hausse de l'or et de l'argent, qui sont comment dirais-je, qui sont la contrepartie réelle de ce que devrait être une monnaie. Donc quand il n'y a plus de contrepartie à une monnaie, ce qui est réel se réévalue. Mais en réalité, c'est pas ni l'or ni l'argent qui se réévalue, c'est la monnaie qui perd toute crédibilité. Donc ça se présente, il y a eu une inflation terrible des actifs dans nos pays, on n'en parle pas. Alors déjà, l'euro a généré une inflation très spectaculaire de tous les biens de consommation, mais ensuite, depuis l'euro, il y a eu une terrible inflation des actifs, parce que cette monnaie surabondante allait s'investir dans les actifs, ne circulait pas complètement sur les territoires, mais une fois que l'inflation des actifs a eu lieu, l'inflation redescend naturellement sur les biens de consommation. Donc le premier symptôme, pour moi, c'est l'inflation. Et l'inflation, c'est aussi un des éléments de l'effondrement économique, dont l'autre élément le plus essentiel peut-être est la perte de toute industrie. En fait, on a été complètement désindustrialisé. On a subi une désindustrialisation massive, tout comme les États-Unis l'ont subi du reste, sous les coups de boutoir de cette faction globaliste qui avait entrepris de réorganiser le monde économique par secteur d'activité en délocalisant les fonctions de production. Donc, il n'était plus question qu'un État soit souverain sur ses industries. Vous allez faire des voitures, vous allez faire autre chose, et puis vous communiquerez entre vous. Exactement. Il faut que tout le monde s'entende pour qu'il y ait ces échanges. Tout le monde, il suffit que les globalistes s'entendent entre eux, puisque c'est eux qui tirent les manettes des multinationales, la cartélisation et compagnie. Donc les signes de l'effondrement monétaire, c'est l'inflation. Les signes de l'effondrement économique, c'est la désindustrialisation, c'est la perte d'accès à l'énergie, aux matières premières énergétiques. Et l'endettement qui, en cas de crise, nous empêcherait, qui empêcherait à l'État de sauver des banques. Bien entendu, l'État, de toute façon, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, n'existe pas. Il est aux mains de ces gens-là. Donc ces gens-là ont fait en sorte que nous soyons endettés. Parce que vous savez que, et ça, j'aime bien rappeler cette petite anecdote parce qu'elle est tout à fait révélatrice. Aux États-Unis, le dernier État américain à avoir renoncé à l'esclavagisme, c'est le Delaware. Et il n'y a renoncé que pour passer dans le cadre d'un contrôle financier qui passe par l'existence de devenir un paradis fiscal. Donc vous voyez, le paradis fiscal a immédiatement succédé au renoncement à l'esclavagisme. Donc en fait, c'est un esclavagisme plus sournois, mais qui reste de l'esclavagisme. Donc la dette, c'est une méthode d'esclavagisme pour nous tenir un peu comme les Epstein tiennent les personnalités. Ils ont remplacé l'esclavagisme par l'argent, quoi.
Ils ont remplacé l'esclavagisme des fers par l'esclavagisme de la dette. Mais c'est toujours un esclavagisme. Et au final, ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles. On est à un petit peu plus d'un an de la présidentielle. Valérie Bugeaud, comment est-ce que vous voyez notre personnel politique ? Comme vous dites, c'est un personnel politique qui, pour moi, ne représente que des VRP du pouvoir économique caché. C'est-à-dire qu'ils sont là pour jouer un rôle, pour nous faire croire qu'il y a des alternances, captées par des intérêts politiques, soi-disant représentés par des partis politiques, lesquels ne sont que des organes idéologiques qui n'ont absolument pas pour fonction de représenter les différents courants d'intérêts qui traversent une société au sens politique du terme, c'est-à-dire que tous les gens ont des préoccupations liées à leur activité immédiate, à leur famille, à leur bien-être local, et tout ça n'est absolument pas représenté par les partis politiques qui sont, encore une fois, des captations idéologiques et qui concentrent tous les intérêts et les revendications populaires pour les engager dans des voies de garage idéologiques. Mais en réalité, les gens sur le terrain n'ont pas de problème idéologique. Ils ont des problèmes bien concrets. Donc moi, je prône le retour au réalisme contre l'idéologie. Justement, Valérie Bugeaud, c'est l'objet de votre livre, Vers un renouveau de l'État avec Révolu Droit. Vous évoquez la nécessité de changer de régime pour redonner aux Français un levier d'action sur l'avenir, sur leur avenir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un point de non-retour justement sur cette possibilité d'agir sur nos destins ? Le point de non-retour est acquis. Plus personne ne peut agir sur notre destin. Les Français n'ont plus aucun moyen d'action sur leur destin collectif. Donc ce point de rupture, pour moi, il est acquis. Maintenant, ce qui n'est pas acquis, c'est la capacité du collectif à s'organiser pour reprendre la main. Et ça, je dois dire que ça passe d'abord et avant tout par une prise de conscience réelle au niveau mental des populations qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit, désinvestis de la politique, mais ont compris que la politique n'était plus de la politique. Donc ils ont compris qu'il n'y avait plus d'accès. La politique, c'est encore une fois l'organisation de la vie de la cité. Et cette organisation de la vie de la cité ne peut pas se faire contre indépendamment et envers les intérêts de ces usagers, de ces habitants. Et vous dites que les Français ont été tellement infantilisés depuis des années qu'ils ont oublié qu'ils sont libres et qu'ils peuvent reprendre leur destin en main par eux-mêmes. Oui, parce que c'est justement... Ne pas attendre l'homme providentiel. Absolument, mais ça c'est l'action sournoise et extrêmement toxique de l'idéologisation de la vie politique par le biais des partis. Et ça a fait en sorte que les gens ont perdu accès au réalisme qui représente la politique. C'est ce que disent les partis, quoi. Laissez-nous faire, on gère. Bien sûr, les partis sont là pour capter des intérêts, pour les envoyer dans la voie de garage idéologique. Et donc, les partis politiques ne sont évidemment pas la solution à notre problème. Ils sont le cœur nucléaire de notre problème, la matrice de notre problème. Alors, par le biais du parlementarisme. Et donc, votre projet Révolu Droit, c'est bien en expliquant que le droit est le seul outil pour reprendre le contrôle, car vous l'expliquez, une sortie de l'OTAN, de l'Union européenne ou de l'euro ne suffira pas. Écoutez, l'Union européenne, elle est faite elle a été constituée prioritairement par l'action de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Aujourd'hui, je vais raconter cette anecdote parce qu'elle est absolument, elle illustre bien ce que je veux vous dire. Il n'y a pas d'Union européenne sans l'intervention des Français. Si les Français et les Allemands ont commencé à se désintéresser de ça, l'Union européenne, on n'en parlerait plus. Donc il n'y aurait pas à s'émanciper de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, c'est nous, quelque part. On a voté non en 2005 et on nous a ramenés dans le giron européen quand je dis c'est nous, je ne dis pas c'est nous les habitants de France ou les populations de France ou d'Allemagne. C'est nous, les représentants politiques, c'est ceux qui ont capté la politique chez nous, qui ont fait l'Union européenne, indépendamment de l'intérêt de leur population, comme je vous l'ai dit, puisque il n'y a plus de politique, tout est capté par les mains de la plutocratie. Certains ont beaucoup insisté sur les GOPÉ en nous disant que nous étions soumis aux GOPÉ, que nous n'avions plus... Les grandes orientations de politique économique pondues par l'Union européenne. Voilà, donc c'est que nous n'avons plus aucun accès à notre développement économique à cause de ces GOPÉ.
mais je préfère rappeler tout de suite que les GOPE sont issus des décisions prises par ECOFIN, donc l'ensemble des ministres des Finances et de l'économie des pays membres, et que dans cet organisme-là, les éléments les plus essentiels sont les ministres des Finances allemands, français, surtout allemands et français. Donc c'est les Allemands et les Français qui prennent les décisions ECOFIN et qui pondent les GOPE. Donc c'est pour s'émanciper de ce qui pourrait faire problème chez eux, ils font passer ça sur le compte de l'Union européenne. Donc vous comprenez bien dans ces conditions, Pierre, que c'est pas en sortant de l'Union européenne qu'on va résoudre nos problèmes, puisque les problèmes viennent de chez nous. Et c'est nous qui avons créé l'Union européenne pour justement aller encore plus loin. Donc, il faut sortir de l'Union européenne et purger les gens qui sont à la tête de notre État en remplaçant ce régime par un autre. Il faut sortir de l'Union européenne et reprendre le contrôle de notre politique par le biais d'un changement de paradigme, d'un changement d'organisation de l'État tel qu'il se présente. Alors c'est ce que vous proposez dans votre projet Révolu Droit. Il s'agit d'une réforme des institutions, un projet, ça ne ressemble à rien d'autre de ce que l'on a vu, de ce que l'on apprend dans les cours de droit constitutionnel dans les facultés françaises. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'articule cette organisation politique que vous appelez de vos voeux? Alors, vous comprenez, Pierre, que tout le résultat de mes travaux a été de comprendre que ce qu'on appelle la politique avait été capté par des intérêts particuliers. Donc la contre-mesure naturelle, quand on comprend ça, c'est de réhabiliter la politique au sens noble du terme, au sens propre du terme, au sens non nominaliste du terme, mais au sens réaliste du terme, qui est de rendre le pouvoir aux habitants des territoires. Et rendre le pouvoir aux habitants des territoires doit se faire de façon organisée pour ne pas générer un chaos inimaginable où personne ne peut plus comprendre personne. Donc j'ai réhabilité deux choses. Là, le réinvestissement individuel au sein des communes, puisque les communes, c'est l'endroit où les gens vivent, donc c'est là où leurs intérêts immédiats sont ou non représentés. Et une deuxième chose, leur rendre une représentation politique par le biais de leur activité. Non, je ne parle pas de métier, parce que le métier et le travail, tel que nous l'entendions au sens lien de subordination, est amené à disparaître avec l'IA et avec toutes les technologies modernes. Des groupements d'intérêts. Donc, je réhabilite la notion donc de local, de territorial autour des communes, et deuxièmement, la notion de corporation au sens de l'Ancien Régime, et non pas au sens de Vichy, parce que ce sont deux antithèses, qui fait que dans leur activité quotidienne, les gens ont un rôle à jouer puisque ces activités sont auto-organisées de façon absolue du début à la fin. Il n'y a aucun compte à rendre à personne et là on parle de subsidiarité et de mandat impératif. Donc ce renouveau politique, au sens propre du terme, c'est le réinvestissement des particuliers au sein de leur commune et deuxièmement le réinvestissement des particuliers au sein de leur activité. Et c'est une réalité, ça devient une réalité politique parce qu'il y a une représentation, chaque activité est un organe politique de représentation de ses intérêts. Tous les boulangers seraient regroupés au sein d'une même institution. Exactement, par exemple, et qui déterminerait ses modalités de fonctionnement, sa déontologie, les produits qui doivent entrer en compte dans ce qu'on appelle la baguette de pain, et qui n'auront de compte à rendre à personne puisque ce sont les plus à même de connaître, de savoir les enjeux et qui seront responsables aussi du produit qui sortira de chez eux. Donc on rétablit la responsabilité qui va avec le pouvoir. Ils ont le pouvoir de s'auto-organiser et sont responsables du produit qui sort de chez eux. Donc vous nous parlez d'une révolution non pas par le haut mais par le bas, par la base, par le peuple. C'est exactement ça, c'est l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que le peuple doit cesser d'être gouverné? Est-ce que la France doit cesser d'avoir un président, un gouvernement, une assemblée, un Sénat? Non, parce qu'un État et la politique supposent qu'il y ait un intérêt général à défendre et des biens communs. Et ces biens communs-là, et cet intérêt général doit être représenté par un organe national. Donc je conserve évidemment la notion de gouvernement, mais qui ne sera là que pour gérer justement l'intérêt général et le régalien, ce qu'on appelle le régalien, avec un chef d'État
les ministres et le chef d'État étant élus au suffrage universel direct et non pas sur blabla électoral, mais sur leur réalisation effective, les raisons pour lesquelles ils sont légitimes à postuler à ce genre de position. Et puis le chef d'État est le garant de l'équilibre des institutions. Alors vous auriez que 5 ministres au sein de ce gouvernement, faire le droit, dire le droit, gérer la monnaie, les forces de l'ordre et puis la langue française. Exactement, puisque ce sont les fonctions régaliennes. La langue française doit être réhabilitée et doit être retravaillée au sens où l'Académie avait de la raison d'être initiale de la création de l'Académie française, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez, quand vous employez un vocabulaire, un mot, selon que vous travaillez dans un domaine ou un autre, le mot peut avoir un sens différent. Donc il faut retravailler tout ça pour que le langage étant à nouveau un sens véhiculaire compréhensible par tous, parce qu'aujourd'hui, il devient très difficile de se faire comprendre parce que le sens des mots, sous l'influence du nominalisme, est devenu complètement à géométrie variable. Donc pour se comprendre, nous devons réhabiliter le langage. Nous devons refaire un droit avec une hiérarchie des normes fondée sur le réalisme et l'existence de principes supérieurs de droit naturel, eux-mêmes élaborés sur le modèle du réalisme, tel que saint Thomas d'Aquin les avait élaborés en priorité, en premier lieu. Donc, en retour sur les subversions nominalistes qui ont généré une multiplication des droits catégoriels, laquelle est une disparition du droit et la réémanence finalement de la loi du plus fort. Donc tout ça, il faut revenir sur ces choix idéologiques qui ont mené à l'impasse actuelle. Dire le droit, eh bien ça, c'est effectivement trancher les problèmes de justice au moment où ils se posent. Alors certains dans le cadre des groupements d'intérêt, et puis d'autres au niveau national. Et puis ensuite les forces de l'ordre, effectivement, mais ça serait à nouveau des forces de l'ordre et non plus des forces du désordre, c'est-à-dire à vocation défensive, avec la réhabilitation d'une police de proximité, c'est-à-dire que on supprime l'aspect strictement et définitivement conflictuel pour essayer de créer une harmonie et un consensus qui permettent de refaire une cohésion sociale. Et puis enfin le ministre des Finances, parce que effectivement il y a au niveau monétaire des réglages qui devront être faits au niveau national. Et le chef d'État, lui, est le représentant. Sa mission, c'est de garantir l'équilibre des pouvoirs, de représenter le fait qu'il n'y ait pas dans ce système, il n'y ait pas une partie qui tendent à devenir suprémacistes par rapport aux autres, qui déséquilibrent l'organisation de l'équilibre des pouvoirs, et puis garant de l'intérêt général, bien entendu, et garant aussi de l'intégrité des institutions, et aussi le représentant de ces institutions vis-à-vis de l'étranger. Alors, on l'a compris, Valérie Bugeaud, vous êtes un ennemi farouche du parlementarisme, donc on imagine qu'il y aura une suppression de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc plus de représentation de démocratie représentative comme on l'entend aujourd'hui. Qui n'a rien de démocratique. Qu'est-ce qu'il y aurait comme intermédiaire entre les groupements d'intérêt à la base et le gouvernement en haut? Il n'y a pas les groupements d'intérêt défendent les intérêts de leur catégorie d'activité. Les maires défendent l'intérêt de leur commune. Et puis, les grands groupements d'intérêt sont organisés en 3 grandes catégories, c'est-à-dire pour des facilités d'organisation, en fait. J'ai élaboré une première partie qui correspond, grosso modo, aux activités commerciales et extractives. Deuxièmement, une grande catégorie de groupements d'intérêt qui correspond à toutes les activités civiques, donc développement des arts, développement de l'enseignement, développement de la culture. Et puis une troisième catégorie qui est importante de réhabiliter parce qu'elle correspond à toutes les activités de spéculation philosophique. Et vous savez que les questions d'où vient-on et où va-t-on sont des questions inhérentes à l'espèce humaine. On ne peut pas
exclure ça de l'organisation d'une société. C'est pas possible. Activités morales et spirituelles. Donc les activités morales et spirituelles regroupées dans un grand groupement d'intérêts et le tout fonctionnant en défendant, chacun défendant. Donc chaque groupement d'intérêts est en fait un contre-pouvoir par rapport aux autres groupements d'intérêts. Ils peuvent avoir des intérêts convergents à certains moments et divergents à d'autres. Donc l'idée, c'est que chacun représente ses activités et a une légitimité politique à représenter cette activité. Donc la représentation, elle se fait de cette façon-là, c'est-à-dire directe et non plus indirecte, et sur deux principes, subsidiarité et mandat impératif. Alors, on avait expliqué dans un numéro de Politique et Éco, c'était avec Marc-Gabriel Draghi, que la monnaie est à l'origine de toute société humaine. Le temps, c'est de l'argent et le temps, c'est la vie. Alors, vous proposez le retour à une monnaie service public. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En fait, il faut comprendre, pour faire une analogie simple, la monnaie représente le sang du corps social. C'est-à-dire que dans le corps humain, il y a du sang. Le corps humain fonctionne avec du sang, avec un cœur, avec un cerveau. Le corps social fonctionne avec une alimentation monétaire, avec une conceptualisation nationale et puis avec des intérêts représentés par ces fameux grands groupements d'intérêts. Et des intérêts liés à l'organisation territoriale et donc fondés sur les communes. Mais donc, quand je parle de service public, il faut bien comprendre que la monnaie est là pour développer le groupe. C'est sa vocation ultime. Mais qui émettrait la monnaie ? La Banque centrale française disparaîtrait, j'imagine. Oui, toutes les banques privées et la Banque centrale, qui est un organisme à part, mais qui est là aux mains de cette plutocratie. Donc ce serait à l'État d'émettre la monnaie ? Exactement. Donc les grands groupements d'intérêts, alors dans le système que j'ai conçu, mais qui reste à développer, parce que je n'ai pas les compétences monétaires qui me permettent seul de développer tout ça. Donc, je vais travailler avec des gens qui connaissent mieux le sujet que moi. Mais l'idée, c'est que chaque grand groupement d'intérêts propose un montant de création monétaire annuelle leur permettant de fonctionner, eux. Ensuite, le gouvernement, enfin le ministre des Finances, selon toutes les remontées des trois grands groupements d'intérêts, retravaille l'ensemble de la mécanique pour vérifier qu'il n'y ait pas de surabondance monétaire dans un groupement d'intérêts ou dans un autre. Éventuellement, lève un impôt quand il y a une monnaie, trop de monnaie en circulation, lève un impôt limité à la catégorie qui a généré trop de monnaie et gère en fait l'ensemble du flux monétaire au niveau national. Et c'est peut-être Bernard Monod qui pourra être un bon conseiller pour Valérie Bugeaud. En tout cas, vous parlez aussi d'une nouvelle organisation politique. Le travail, dites-vous, tel que nous le connaissons, disparaîtrait. Le travail avec le lien de subordination tel que nous le connaissons est amené à disparaître avec les développements technologiques et de l'intelligence artificielle qui sont en cours et qui vont vite aujourd'hui. Donc alors il y a deux façons de voir les choses. Certains se lamentent sur la disparition du travail, mais le problème c'est que ce sont surtout des tâches mécaniques qui utilisaient l'être humain comme une sorte de robot qui sera parfaitement et beaucoup mieux réalisé par l'intelligence artificielle, qui ne trichera pas finalement. Donc il n'y a pas à s'en lamenter. L'activité humaine ne disparaîtra qu'avec les humains. Tant qu'il y aura des humains, ils auront besoin de bouger, de faire des choses. Donc je dirais qu'il y a deux façons de concevoir les choses, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et j'estime que dans une optique de développement civilisationnel, on peut considérer le verre à moitié plein et se dire que l'intelligence artificielle peut aussi être un formidable outil de développement pour réinventer notre cohésion sociale, notre vivre ensemble, et que ça va être un élément qui va nous permettre de nous émanciper des tâches répétitives et déshumanisantes pour nous consacrer à refaire société, à réinventer notre vie publique. Et alors,
La prise en charge sociale, vous travaillez à un nouveau projet qui remplacerait celui de la sécurité sociale. Effectivement, on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements majeurs sur le système de sécurité sociale, puisque évidemment il est aux mains de cette plutocratie. Mais dans le cadre du renouvellement des corporations sur le modèle de l'Ancien Régime, ces corporations étaient en charge de l'assurance, en fait, de la prise en charge sociale de tous ses membres. Donc, dès que quelqu'un rentre dans la corporation, dans le groupement d'intérêt, ces accidents de la vie ou sa retraite sont pris en charge par le groupement d'intérêt lui-même. Alors, ce qui n'interdira pas à certains groupements d'intérêt de s'associer sur la question de la prise en charge sociale pour mutualiser certains éléments de cette prise en charge, mais ça ne sera certainement pas systématique et ça ne sera pas définitif. Ça sera en fonction des besoins qui se feront sentir du terrain et surtout, ça sera à la demande des membres eux-mêmes des catégories de chacun des représentants de ces activités. Donc ça change tout par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'il y a à nouveau un accès, si vous voulez, des individus au modèle de protection sociale. Alors qu'aujourd'hui, tout nous est imposé, plus personne n'a accès à plus rien. Un changement de régime, on l'a compris, une sortie de la Ve République qui a été complètement galvaudée au fil des réformes constitutionnelles, mais reste ce boulet, et il n'est pas des moindres, c'est celui de la dette. On a 3 500 milliards d'euros de dette publique en France. Comment on gère cette dette qui a été accumulée depuis 1974 ? Oui, alors je voudrais revenir sur la terminologie, parce que quand on dit Ve République, quand on parle de République, c'est à mauvais escient. La République, c'est la res publica, et au sens propre du terme, le parlementarisme est un empêchement, un élément d'irriment pour mettre en place une république. Parce que le parlementarisme, c'est la plutocratie, et c'est donc la disparition de l'intérêt général et de la res publica, de la chose publique. Donc, appelez ça... Donc, parlementarisme et républicanisme, c'est antinomique. C'est antinomique, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Donc, on nous est seriné à nous faire passer des vessies pour des lanternes depuis tellement de temps. Vous savez que mal nommer les choses, c'est aggravé, c'est ajouté au malheur du monde. Eh bien, en effet, il faut se sortir de la tête que ces régimes parlementaires sont des républiques. Ça ne peut en aucune façon en être. Donc je ne préconise pas plus de 6e République que de 5e République. Je dis nous devons réélaborer notre modèle politique au sens propre du terme pour le rendre, pour que les mots correspondent à nouveau à une réalité sous-jacente. Ce serait un régime hybride entre la République... Un régime national, un régime d'État, un État-nation. Vous citiez le corporatisme d'Ancien Régime et une République rénovée, ça serait un système hybride entre ces deux régimes. C'est-à-dire, res publica, dans le régime que j'élabore, la res publica est représentée par le gouvernement qui gère la chose publique. Donc ça serait effectivement, au sens propre du terme, une république, mais avec un chef d'État qui chapeaute et qui est garant de l'équilibre et de l'équilibre institutionnel. Alors pour revenir sur la dette, pour revenir sur la dette, il est évident que la dette, telle qu'on l'a bien décrite, c'est un esclavagisme et que cet esclavagisme correspond en tout point à la définition de dette odieuse. Donc il y a un audit évident à faire. Cette dette, rappelons-le, a été votée tous les ans lors du vote du budget par nos députés et sénateurs. Lesquels sont-ils légitimes puisqu'ils ne représentent que la plutocratie au pouvoir. Donc, lesquels ont voté des budgets en déficit tous depuis 1974. Absolument, sans que la population n'ait jamais son mot à dire ni aucun contrôle dessus. Donc il y a un audit très sérieux à faire de cette dette qui de toute façon n'est pas remboursable. Pour enrichir les grands argentiers de la planète. Exactement. Donc il y a un audit très sérieux à faire de cette dette et une évidente répudiation de cette dette, d'une très grosse partie. Mais une répudiation de la dette, vous imaginez. Au titre de la dette odieuse. On va vous dire, mais que va valoir nos économies si on répudie la dette nos économies ne vaudront plus rien. Non, il y a un travail sérieux monétaire à faire pour faire la part des choses entre les économies des gens d'un côté et puis la part de dette odieuse de l'autre que nous n'avons pas à supporter puisqu'elle nous a été imposée de façon absolument indue et
inique. Donc elle n'est pas légitime, cette partie de dette. Donc il ne faut pas lier l'endettement illégitime avec les économies des gens. C'est une aberration de faire ça. Donc d'une part, élaborer les économies réelles des gens. Deuxièmement, puis vous savez que la finance de l'ombre, c'est bien au-delà des économies des gens. Donc il y a vraiment un travail de fond avec des grands spécialistes de la monnaie, mais à faire aussi avec la participation des citoyens, enfin des usagers, pour réélaborer un système monétaire qui tienne la route, tout en se délestant définitivement de toute cette partie de dette odieuse qui est, à mon avis, grandement majoritaire dans la dette en général. Donc il y a un travail de fond à faire, qui reste à faire, qui est devant nous. Devant nous, le travail reste à faire. C'est-à-dire que j'élabore un modèle, j'élabore comme diraient les Anglais, un guidelines. Mon modèle de rénovation de l'État, ce sont des guidelines, mais le travail de fond reste à faire sur tous les sujets. Donc les citoyens doivent participer, et en priorité, pour participer, il faut s'investir dans les communes, reprendre le contrôle de son territoire, parce que nous avons été envahis, nous sommes expropriés de chez nous. Nous sommes un État non seulement vaincu, mais en plus occupé par cette plutocratie. Que risque-t-il d'arriver, Valérie Bugeaud, si nous restons dans ce même régime, dans cette ornière, dans cette même situation? Dans cette même situation, c'est la disparition. Avec le Mercosur, avec Ursula von der Leyen. C'est l'esclavagisme, mais alors c'est d'une part la disparition d'une grosse partie de la population, parce que entre les suicides, entre les maladies, entre le désespoir, beaucoup de gens vont disparaître, et puis ceux qui resteront seront définitivement esclavagisés dans des conditions dans lesquelles desquelles ils ne pourront plus jamais s'émanciper, puisque les technologies vont faire qu'on va pouvoir les contrôler mentalement. Donc, c'est déjà le cas. Et oui, c'est déjà le cas, bien entendu, parce que sinon nous n'en serions pas là, mais on a encore une fenêtre pour se réagir, et je dirais que cette fenêtre est d'autant plus ouverte que l'Empire américain, en tant qu'empire globaliste, s'effondre. C'est-à-dire que l'Empire américain redevient le pire ennemi de l'Empire globaliste. Et l'Empire globaliste qui a sa base arrière en Union européenne. Donc nous devons nous allier avec cette nouvelle... nous devons tenir compte de cette nouvelle réalité du terrain pour en profiter, pour nous-mêmes nous émanciper également. On a une fenêtre d'ouverture sur deux ans, je dirais, et ensuite cette fenêtre se refermera. Donc j'invite vraiment les gens à reprendre le contrôle de leur territoire et de leur activité professionnelle en créant des groupements d'intérêt par le biais des collectifs citoyens situés sur chaque commune. Parce que d'une part, il y a le fait de reprendre le contrôle du territoire en se présentant à des élections municipales, mais ça ne fait pas tout. Les élections passées, tout le travail, encore une fois, reste à faire, de création de collectifs citoyens qui seront des forces de proposition vis-à-vis de l'équipe municipale en place, donc du maire et de son conseil municipal, mais aussi force de contrôle. Et ça remettra une pression populaire sur le territoire, à l'endroit où elle doit être, cette pression populaire. Merci à vous, Valérie Bugeaud, pour nos téléspectateurs qui voudraient la lire. Des ouvrages fondamentaux, Les raisons cachées du désordre mondial, en 2 tomes, et puis cet ouvrage qui propose le changement de régime avec Révolu Droit, la véritable alternative au Great Reset vers un renouveau de l'État avec Révolu Droit. Et puis pour suivre les travaux de Valérie Bugeaud, c'est site valériebugeaud.fr et révoludroit.fr. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, vous pourrez retrouver la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Le droit de ne pas savoir et manger moins de viande ». Alors le droit de ne pas savoir, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion,
puisqu'il y a une dizaine de jours a été révélé 3 millions de mails et documents concernant Jeffrey Epstein et ses correspondants. Beaucoup de noms d'ailleurs sont encore caviardés. Ceux qui ont dévoilé les dossiers, comme on dit, ils en gardent un petit peu sous la main, histoire de faire un petit peu peur à ceux qui doivent avoir peur et à qui on ne manquera certainement pas de demander des services, de l'obéissance, des renvois d'ascenseurs, etc., sans quoi leur nom pourrait malencontreusement fuiter. Donc vous ne saurez rien, mais rien, ni au journal de 8 heures, ni aux 13 heures, ni aux 20 heures, ni dans C'est à vous, ni dans C'est dans l'air. Vous ne saurez rien de cette affaire qui n'intéresse, vous l'avez compris, que les complotistes. C'est cela qu'il faut combattre. Pas les viols, pas les rites sataniques, pas les sacrifices humains. On parle même de choses... non, je préfère ne pas le dire. Mais c'est tellement épouvantable que même ceux qui ont visionné des vidéos prises dans l'île des nymphètes de Jeffrey Epstein ont jugé que ça ne pouvait pas être diffusé, sauf peut-être devant des psychiatres qui ont traité de grands déviants, de grands pervers. En tout cas, le grand public ne peut pas savoir, le traumatisme serait trop grand. Alors on nous explique également, depuis les États-Unis, que si on dévoilait effectivement tous les noms de l'affaire Epstein, ça pourrait carrément déstabiliser la société. Ça déstabiliserait, je pense, une bonne partie du monde. Ça déstabiliserait certains cercles qui démontrent leur capacité d'influence à peu près partout où sont publiés des journaux, où il y a des réseaux sociaux. Alors, il y a le complotisme, il y a le conspirationnisme, et il y a bientôt un mot qu'on ne pourra plus prononcer non plus, c'est le suprémacisme. Suprémacisme revendiqué par Jeffrey Epstein auprès de ses contacts, qui approuvait d'ailleurs, semble-t-il, ce sentiment de supériorité. Mais s'aventurer sur ce terrain, c'est encore une fois s'exposer à être censuré et muselé. Mais maintenant, nous avons tout sous les yeux et nous avons aussi les mensonges, les écrans de fumée, le déni, le détournement d'attention massive pratiqué par les médias. S'ils le font, c'est que beaucoup de ses membres sont forcément complices. Donc le droit de ne pas savoir est aussi révélateur, finalement, que de savoir. Ce que l'on sait par contre de façon sûre, c'est que Emmanuel Macron prépare l'après-Macron en nommant tous ses fidèles à des postes clés. Monsieur Tabureau au Conseil d'État, c'est la plus haute cour de règlement des conflits administratifs. Il y avait bien sûr Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, lui qui n'a aucun bagage de constitutionnaliste, mais qui a un bon bagage de marcheur de la première heure. Et l'autre marcheuse de la première heure, Amélie de Montchalin, est également récompensée, parachutée littéralement dans le siège de M. Moscovici, qui repart vers les hautes sphères européennes et bruxelloises. Amélie de Montchalin, donc, qui prend la tête de la Cour des comptes. C'est parfait, elle va pouvoir auditer justement les comptes de la nation, le budget dont elle est une des architectes, le budget 2026 adopté à coup de 49.3. Objectivité garantie. Bon, on est dans le conflit d'intérêts à des niveaux stratosphériques, mais comme tout se fait par décret présidentiel, le Parlement, une nouvelle fois, n'aura pas son mot à dire. Et lors de la prochaine présidentielle, si jamais
le futur président n'est pas dans la ligne des Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Les chiens de garde sont bien là pour empêcher de sortir de la ligne. On attend toujours le nom du successeur de M. Villeroy de Galhau. Et là, c'est évidemment la pièce maîtresse du dispositif macronien pour verrouiller la période 2027-2032, puisque, en fait, la Banque de France, ce sont les cordons de la bourse. Et là, avec la Banque de France, vous contrôlez l'offre d'argent, la quantité d'argent, vous contrôlez vers qui est fléché l'argent. Et si jamais, au plus haut niveau européen, on décide d'instaurer la monnaie digitale, eh bien là, on va dire que c'est le cœur, ça pourrait être le cœur de la transformation du quinquennat 2027-2032, un quinquennat au cours duquel l'argent numérique ferait son apparition, c'est-à-dire la société du contrôle total. Et j'en termine bien sûr avec manger moins de viande, puisque c'est, semble-t-il, une des nouvelles marottes. Oui, vous entendez beaucoup plus d'ailleurs de reportages sur faut-il ou pas manger de la viande. On invite des spécialistes. Évidemment, vous n'avez pas un seul spécialiste des grandes affaires, des grands scandales internationaux invités sur les plateaux. Sauf pour, bien sûr, manger, bouffer du complotiste. Mais par contre, ça, des écologistes, des experts pour vous dire qu'il faut manger moins de viande parce que ça pollue la planète, ça accroît votre trace carbone. Alors là, oui, là, on vous en fait des tonnes. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.